Je le disais, botaniste, ingénieur horticole, paysagiste et écrivain, mais je crois que vous préférez le nom de jardinier. Est-ce que c'est une fonction qui recouvre toutes les autres? Elle peut recouvrir toutes les autres, mais si je dis ça, c'est parce que je donne un privilège au vivant. Le jardinier, lui, même s'il fait des paysages, il est d'abord en dialogue avec des êtres qui transforment l'espace dans le temps, qui inventent des choses qu'il n'avait pas prévues. Et le jardinier met les mains dans la terre et il s'aperçoit qu'il apprend beaucoup de choses de cette nature qu'on connaît très très mal. Donc je préfère ça, effectivement, parce que je mets le vivant avant toute chose. Il apprend de la terre et de la nature plus qu'il ne la contraint, c'est ça votre idée? Oui, d'ailleurs, le grand bal dont il est question maintenant est une forme de critique ou de mise au point sur la question de l'illusion de la maîtrise, dans un contexte un petit peu global qui est une révision du regard sur le jardin planétaire. Le jardin planétaire qui est une de vos idées que vous portez depuis longtemps. On aura l'occasion d'y revenir, évidemment, Gilles Clément, mais puisque vous êtes là pour ce roman, donc le grand bal, bal B.A.L, ce sont donc ces banques, ces assurances, et ça y est, évidemment, j'oublie le dernier laboratoire, évidemment, il ne faut pas oublier les laboratoires, c'est très important. C'est un roman donc, que vous publiez chez Actes Sud, qui commence assez étrangement par la disparition de Zéphirine, une musaraigne étrusque. J'ai découvert ce que c'était. Est-ce que vous pourrez le faire découvrir à nos auditeurs? Ah mais oui, c'est le plus petit mammifère du monde. C'est un très joli animal qui est assez courageux, qui se met debout en tendant les bras quand il veut protéger sa descendance face à n'importe quel monstre devant lui. Je l'ai vu puisque ça a lui-même photographié. Et c'est un voilà, mais qui. Et quand vous dites plus petit, attention, on parle d'un animal qui fait moins d'un centimètre. Oui, c'est un mammifère qui fait moins d'un centimètre. C'est ça, c'est le plus petit mammifère du monde. Bon, il peut aller jusqu'à 2 ou 3 centimètres, mais disons qu'il a la taille est tellement, c'est infini, c'est très très petit. C'est étonnant. C'est un mammifère qui presque la taille d'un insecte en quelque sorte. Oui, c'est ça, presque la taille d'un insecte, d'un gros insecte quand même. Voilà. Et là, cet animal qui est pucé, car quand même on le surveille, étant donné qu'il fait partie. Dans votre roman, oui. Voilà, étant donné qu'il fait partie d'un petit ensemble très très privilégié qui reste avec son autonomie biologique et qui n'est pas manipulé, qui n'est pas dépendant de l'humanité, comme encore aujourd'hui beaucoup d'espèces le sont, Dieu merci. Mais là, c'est dans une des calanques qui reste en France. Voilà, c'est très peu d'espèces ont ce privilège-là, mais elles sont très 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 surveillées. Et Zéphirine, à cause du fait de cette rareté, est devenue une star quasi mondiale. Parce que votre roman est ce qu'on appelle une dystopie, en quelque sorte, un roman d'anticipation catastrophiste qui appartient à ce genre du roman écolo qu'on a vu fleurir un petit peu ces dernières années. Vous vous inscrivez un petit peu là-dedans? Peut-être, oui, j'avais pas imaginé, enfin, j'ai pas pensé à me ranger dans un groupe dans une catégorie en particulier. Ce que je voulais, c'était dire certaines choses très importantes qui existent déjà aujourd'hui, mais dont on parle relativement peu. Là, il y a quand même une marchandisation totale de la nature jusqu'au bout, quoi. Et ce qui n'est pas du tout ce dont on nous parle tous les jours. Je crois même qu'on tait certaines choses. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour qu'on ne dise pas certaines choses. J'arrive de Notre-Dame-des-Landes, on m'explique que les médias n'ont plus le droit d'en parler, parce que c'est soi-disant réglé. Ça ne l'est pas. Ils font des projets qui sont très intéressants, qu'on devrait étudier. Enfin bon, je suis dans, si vous voulez, dans une observation de l'évolution des choses, qui fait que je me dis que si on n'en parle pas, si on ne parle pas de ces choses-là tout de suite, on risque de rater quelques marches. J'ai pu lire, Gilles Clément, qu'à plusieurs reprises, vous aviez la tentation de définir un peu l'humanité, les humains, comme ces êtres qui viennent juste d'arriver sur Terre et qui se retrouvent avec ce jouet, en quelque sorte, un petit peu qu'est la nature, qui expérimentent sans véritablement toujours prendre conscience de ce qu'ils font. La nature n'est pas encore leur jouet parce qu'elle est très mal connue. Elle est même pratiquement pas enseignée. Il n'y a qu'au niveau de la biologie, microbiologie et la génétique que les choses sont faites un petit peu, mais sinon pour le reste, pas vraiment. C'est plutôt dans la technologie, l'extraordinaire avancée dans les sciences physiques, chimiques, etc., qu'on arrive à se faire cette illusion de la maîtrise absolument, alors qu'on a mis de côté le génie naturel, ce que la nature avait, elle, inventé. On commence à la redécouvrir petit à petit, heureusement.
Parce que votre roman, donc le Grand Bal, Gilles Clément, commence, on en a parlé, sur la disparition de Zéphirine, cette musaraigne étrusque, le plus petit mammifère de la planète, la dernière représentante des êtres vivants non transformés, car les humains aussi, évidemment, sont transformés dans ce monde, cette anticipation que vous décrivez. C'est le personnage central du livre, mais c'est aussi un livre qui commence, en quelque sorte, après une situation apocalyptique, une guerre des nuages. Vous avez parlé à l'instant de ces innovations technologiques qui sont déjà là. Par exemple, là, en l'occurrence, cette guerre des nuages qui donc consiste à utiliser les nuages, à les empoisonner pour faire tomber des pluies acides sur l'ennemi. C'est quelque chose qui est potentiellement possible. On ne va pas dire que ça existe. Hein, c'est pas encore, on n'a pas encore armé les nuages, mais malgré tout, c'est une façon de dénoncer, par exemple, la géo-ingénierie et l'idée qu'on pourrait, comme ça, manipuler le climat, manipuler pas que le vivant, mais aussi des systèmes aussi complexes que le climat. Oui, bien sûr, ça a commencé lors de la dernière guerre en Angleterre, où pour faire décoller correctement les avions de guerre, il fallait enlever ce brouillard. Il n'y avait pas de radar à l'époque, il n'y avait pas de manière de voyager sans visibilité. Pour obtenir la visibilité, on a ensemencé ces nuages que sont un brouillard, c'est un nuage, pour faire chuter l'eau et y voir clair. Donc ça date de cette époque-là. Après, il y a eu plein d'autres expériences, y compris celles qui consistaient à dévier des cyclones au bord de la Floride. Alors là, évidemment, c'est là qu'on a compris qu'on maîtrisait vraiment très mal les choses, parce que le cyclone a quand même eu lieu, mais il a eu lieu plus loin, dans une région où il n'y en avait jamais eu, ce qui a été un peu plus catastrophique. Mais bon, donc il y a cette idée-là. Il y a une idée beaucoup plus récente encore, qui est celle d'ensemencer la totalité de la troposphère pour nous protéger d'un rayonnement qui contribuerait au réchauffement climatique exagéré. Alors là, c'est un empoisonnement total de la couche nuageuse, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle nous vivons. Et puis surtout, c'est étonnant parce que c'est une méconnaissance. Vous qui travaillez par exemple beaucoup sur le vivant, vous l'avez dit, sur la nature, qui sont des systèmes extrêmement complexes. C'est le cas aussi du climat, évidemment. Et donc, il y a une forme de méconnaissance de cette complexité. C'est quoi? C'est de l'orgueil? C'est une illusion de la maîtrise. C'est ça. C'est-à-dire que les météorologistes aujourd'hui donnent des données extrêmement précises et c'est surprenant. On ne les avait pas il y a 20 ou 30 ans. Mais ça donne le sentiment que on sait tout. Mais c'est pas du tout le cas. Les vents sont en train de changer parce que T sur P égale K, ça c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. La température et la pression sont liées. Il suffit qu'une température change ici, une pression là, et de toute façon les courants d'air changent de direction. Alors quand on pense diriger un nuage par les courants que l'on supposait connaître pour aller pleuvoir et donc tuer une population, parce qu'on les a empoisonnés, ces nuages-là, dans une direction précise et un endroit précis, là, on prend des risques fous, on peut se tromper. Et donc pour faire prendre conscience de ce délire, en quelque sorte, de la maîtrise dont sont pris les humains depuis bien longtemps et encore aujourd'hui, qui vont très très loin, vous avez recours, Gilles Clément, à ce style en quelque sorte, à ce genre plutôt qu'est la dystopie. C'est également un genre auquel a recours la grande romancière canadienne Margaret Atwood, et justement elle s'expliquait un petit peu sur ce rôle de la dystopie. C'était au micro de Caroline Brouet en 2014. J'ai fait mes études en littérature 19e siècle, qui était l'âge de l'utopie. Mais ça a changé dans le commencement du XXe siècle, avant la guerre mondiale, juste avant la guerre, mais après la guerre énormément. Et avec la Deuxième Guerre, c'était presque impossible d'écrire une utopie parce que et le stalinisme et le nazisme ont commencé comme des utopies, les visions utopiennes. Alors, on a perdu la croyance en utopie. Peut-être c'est possible de commencer une utopie encore, mais normalement, c'est placé dans une autre planète en littérature. Nous avons une espèce de pensée utopienne parmi quelques scientifiques de côte ouest des États-Unis. Ils font des recherches, par exemple, en immortalité, perfection de l'âme, perfection génétique. C'est aussi une sorte de pensée utopienne, mais en littérature, c'est très difficile.
En littérature, c'est très difficile, disait Margaret Atwood, donc cette romancière qui avait publié Le Temps du déluge chez Robert Laffont, qui était justement une histoire aussi de déluge acide et donc de vie post-apocalyptique. Gilles Clément, elle dit, Margaret Atwood, l'utopie c'est peut-être possible même en littérature, mais sur une autre planète. Or nous, une planète, on n'en a qu'une seule. Non, mais moi je pense que on n'a pas besoin d'aller très très loin. Si on part de certaines bases, de certaines réalités telles qu'elles sont aujourd'hui, en les mettant dans une forme presque caricaturale, mais une peu de forme de réalité augmentée, un peu exagérée, on arrive très très bien à parler d'une dystopie, à quelque chose de crédible sur cette planète. Vous voulez dire, on n'a pas besoin de changer énormément de choses finalement pour arriver. Pourtant, vous faites le choix, Gilles Clément, de forcer véritablement le trait. Il y a quelque chose, vos personnages sont très loufoques, il y a un humour très, très présent dans ce roman Le Grand Bal, et donc vous choisissez quand même non pas de jouer sur la finesse. Il y a une série qui s'appelle Black Mirror par exemple sur la BBC qui joue un peu sur cette finesse, qui montre comment il faudrait pas grand chose pour que notre époque bascule en quelque sorte. Vous y allez avec des traits un petit peu plus forts. Mais là j'ai pas voulu me retenir parce que c'était ça qui m'a permis d'écrire. Je me suis servi de personnages très particuliers qui ont des noms curieux. Je me sers d'acronymes spéciaux. Robert Didieu, qui est donc le directeur à Massilia du journal du lundi, qui est celui qui dépêche ses reporters pour aller enquêter sur la disparition de la musaraigne dont on parlait. Après, j'arrive à peine à lire les noms. Libida Pinto, qui est artiste. Gabi, le handicapé volant-voyant. Voilà, il y a évidemment un Jesus. Un Jesus. Surnommé DJ. DJ au New Queen, oui. Voilà, bon, les personnages, en même temps, même s'ils ont quelque chose de caricatural, sont pour moi une transposition de caractère qui existe aujourd'hui, une forme d'humanité qui existe aujourd'hui. Ça, j'ai pas voulu changer. Je me suis dit, peut-être que dans le monde scientifique, technologique et marchand, puisqu'en fait, il est surtout une question d'un monde marchand. Ici, c'est quand même surtout cette question-là. Hein. Ça, oui, l'évolution, elle peut être extrêmement brutale. Dans le monde complexe humain, je ne suis pas sûr que les caractères humains, je ne suis pas sûr qu'on aille vers la robotisation souhaitée. Je pense que ces personnages-là, caricaturaux, conservent une humanité, malgré cette exagération des caractères. Cette exagération des caractères qui est aussi une forme de symbiose, j'avais envie de dire, des caractères, parce que je voulais vous entendre aussi sur ce thème, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui associent des caractéristiques qui paraissent très très différentes, en tout cas qu'on ne verrait pas associer aujourd'hui. Une artiste qui va enquêter, par exemple, ça paraît étrange. Comment dire, un handicapé en chaise roulante qui est aussi voyant-volant, voilà, et donc c'est une façon de montrer qu'on peut aller chercher des caractéristiques. Alors ça, c'est vraiment la complexité humaine. C'est qu'on croit qu'on est tous spécialisés, qu'on nous appelle en tant qu'experts. On n'est pas du tout ça. Pas du tout. On évolue au cours de sa vie, on a cette complexité-là, on a la possibilité de faire apparaître des caractères qui sont chaque fois différents et de s'intéresser à des choses différentes au cours de sa vie, même quelquefois en même temps, dans un moment donné. Donc ces personnages-là, effectivement, il y en a un qui sort du ministère de l'accélération du processus et il devient un enquêteur. Alors, bon, on ne sait pas ce que c'est que le ministère de l'accélération, c'est pas grave. Et oui, ils ont la possibilité d'endosser plusieurs fonctions. La symbiose, c'est un peu autre chose. Hein. C'est biologiquement déterminé. C'est entre deux êtres. Je prends le lichen, qui est un champignon et une algue ensemble. L'algue ne peut pas vivre sans le champignon, et le champignon ne peut pas vivre sans l'algue. C'est un être symbiotique. Si par hasard, un des deux éléments de l'être symbiotique disparaît, la totalité disparaît. Or là, dans la situation dans laquelle on se trouve dans le Grand Bal, on est à un moment où la presque totalité du vivant dépend, par la manipulation, pour des raisons marchandes, dépend de l'humanité. Donc elle ne peut pas vivre sans. C'est ce que rappelle à un moment dans le mémo que vous introduisez dans ce livre, symbiose, perfection d'échanges biologiques entre deux êtres, soudure vitale, dépendance absolue, tyrannie de la nature, on peut peut-être revenir là-dessus, deux êtres qui s'aiment, dépendent l'un de l'autre, si l'un s'en va, l'autre meurt. C'est pour ça que cette musaraigne est si importante, puisque c'est la dernière finalement à pouvoir maintenir en quelque forme cet équilibre, mais malgré tout, cette notion de tyrannie de la nature est bien présente. Ah oui, alors... Je ne sais pas, parce qu'on pourrait dire aussi génie.
de la nature. C'est quand même magnifique. Mais là, étant donné le caractère très particulier de l'être symbiotique, on peut dire oui, il y a une rigueur tyrannique qui fait peur. Mais c'est pas toujours comme ça. Quand on lit aujourd'hui, heureusement, il y a des livres un livre de Mancuso récent sur la façon dont les plantes réagissent, et d'autres, de Jacques Tassin ou d'autres, magnifiques, qui parlent de ça, de Marco Martella, etc. Ils arrivent à faire apparaître l'intelligence et la complexité du vivant telle qu'on se dit, ben non, c'est pas tyrannique, c'est juste intelligent. Ah bah justement, vous parlez de Marco Martella. Gilles Clément, il se trouve qu'il était l'invité vendredi dernier de Manu Farine dans son émission Poésie et ainsi de suite sur France Culture. Et justement, Marco Martella, qui est un jardinier, écrivain, un peu comme vous d'ailleurs, jardinier, écrivain, membre de l'Institut européen des jardins et des paysages, il s'interroge sur l'engouement récent pour les jardins qui a pris un petit peu, qui a retrouvé en quelque sorte cet engouement du public. J'ai le sentiment ou le soupçon qu'il y a quelque chose qui spontanément pousse les gens à nouveau vers le jardin, qui recherchent justement dans un jardin cette relation poétique au monde, etc. Même au sacré peut-être. Cette relation au temps d'ailleurs, qui est tellement différente du temps qui est tyrannique et despotique qui régit nos vies en fait. Donc il y a sans doute tout ça, mais on a malheureusement transformé. Et ça, c'est vrai aussi pour d'autres domaines, d'autres activités, d'autres moments importants de l'histoire de notre vie. Par exemple, la littérature, l'art. On a transformé tout ça en produit, un produit industriel. Le jardinage est devenu un loisir. Les jardins sont des espaces de loisirs. Et on a perdu, étrangement, ce sentiment du jardin comme œuvre poétique, qui a traversé toute l'histoire de l'humanité. Je pense qu'on l'a toujours ressenti, même si on l'a jamais vraiment dit. On n'écrivait pas beaucoup de jardins, mais on ressentait les jardins faisaient partie vraiment de la vie des gens. Aujourd'hui, on parle beaucoup de jardins, on écrit beaucoup sur les jardins, mais il y a une distance, à mon avis, qui nous sépare de ces lieux, parce qu'à cause de cette relation, souvent, qui est purement utilitaire ou fonctionnelle. Gilles Clément, aucun mot, j'imagine, à retirer à ce que vient de dire Marco Martella. Je nuancerai un tout petit peu, parce que je pense qu'il y a quand même une partie, aujourd'hui, non pas du jardin en tant que décor, mais du jardinage, c'est-à-dire de l'action, qui a une qualité d'équilibre, une qualité quasi thérapeutique, sans qu'on même on s'en rende compte, et qui est vraiment utilisée. Et ça, effectivement, ça traverse aussi tous les temps, mais ça joue un rôle aujourd'hui un peu plus important du fait qu'on introduit ces jardins dans des endroits où il n'y en avait pas autrefois. Alors, c'est pas seulement une mode, c'est une demande aussi qui vient beaucoup du fait que les populations sont maintenant dans les villes, privées justement des jardins, et ils en ont besoin, alors qu'autrefois, elles étaient majoritairement là où il y en avait. Vous avez évoqué en tout début d'émission cette expression de jardin planétaire que vous développez depuis un certain temps comme une forme aussi de réponse à la mondialisation, c'est-à-dire... C'est le contraire. Ouais, de réponse, oui, c'est ce que je voulais dire, de réponse dans le sens d'opposition à la mondialisation, parce que quand Marco Martella dit il y a cette façon d'instrumentaliser et de, comment dire, d'objectiver le jardin comme lieu de consommation, justement, le jardin planétaire, c'est l'inverse. Le jardin planétaire, c'est la planète regardée comme jardin. Pour 3 raisons, le brassage planétaire, la couverture anthropique, c'est-à-dire l'homme est partout, et la définition du mot jardin qui veut dire un enclos. Nous sommes limités aux limites de la biosphère. La vie est là-dedans et c'est tout. Et le brassage planétaire, c'est la naissance même du jardin, c'est l'endroit où on va mettre dans un enclos, justement, des plantes qu'on allait chercher autrefois et qu'on va de plus en plus loin les chercher. Lieu du brassage. Et aujourd'hui, la planète est dans cette situation-là. Si on dit ça, on dit la totalité des humains sont des jardiniers planétaires, mais ils jardinent tous différemment, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Ils agissent sur la planète tous différemment. La diversité culturelle était quelque chose d'extrêmement important, comme la diversité biologique. Le jardin planétaire est une vision effectivement mondiale de la planète qui n'a rien à voir avec l'arasement, avec juste une seule façon de penser, une seule langue, une seule loi économique. C'est pas ça du tout. C'est la diversité dont on dépend qui nous guide, c'est la préséance du vivant, donc c'est la diversité de toute façon. Nous n'en exploitons qu'une toute petite partie. Nous qui sommes juste des consommateurs animaux, nous avons besoin de connaître les autres et de la protéger, cette diversité, y compris la diversité culturelle. Mais alors, quel est notre rôle véritablement? Un rôle de préservation, vous venez de le dire, Gilles Clément, face à cette autre idée qui est la vôtre de jardin en mouvement, c'est-à-dire il ne faut pas aller contre la nature, il ne faut pas essayer de contraindre la nature, mais plutôt l'accompagner. Vous êtes, jardinier, vous êtes aussi paysagiste, on vous a confié des lieux comme le parc André Citroën à Paris, comme ce grand parc de la Méditerranée en face des îles d'Hyères, ça y est,
son nom m'échappe. Le Rayol. Voilà, le Rayol, merci. À côté de Toulon, il y a pourtant, voilà, vous avez bien un rôle, et même un rôle esthétique. Il y a cette dimension-là aussi qu'il faut peut-être aborder à un moment, Gilles Clément. Et donc, comment trouver finalement le bon équilibre entre cette intervention nécessaire de la main humaine, et la nécessité d'accompagner la nature? Alors, moi, je ne parle pas de la préservation, parce que ça, c'est une vision complètement... qui est une traduction d'une ignorance du vivant qui n'arrête pas de changer. Le développement durable, l'expression la plus stupide qu'on puisse imaginer. La durabilité n'existe pas. La vie invente tous les jours quelque chose de nouveau. Et on est dans le mécanisme de l'évolution, absolument. Bon, donc ça, c'est aussi une surprise à chaque fois que le jardinier va à chaque matin, quand il a vu ce qui s'est passé la nuit, c'est nouveau. Oui, la diversité participe de ces mécanismes-là. La question que vous posiez, c'était quel est le rôle de la main de l'homme, en la main quelque de l'homme. sorte? Bon. C'est intervenir, c'est ce que j'appelle la résolution esthétique. Effectivement, on doit nous trouver notre place, et dans le message que nous pouvons essayer de donner, ceux qui, comme moi, interviennent sur l'espace, trouver une scénographie qui soit claire ou acceptable, esthétiquement au moins acceptable, mais sans détruire cette diversité, sans intervenir systématiquement contre, comme on le fait, et comme font les techniciens de surface avec des outils qui brûlent, qui aspirent, ou ils s'en vont en disant voilà, j'ai fait propre. Mais non, ils n'ont pas connu, ils savent pas ce que c'est que les plantes, ils ne peuvent pas mettre un nom dessus, ils ont fait sans doute peut-être beaucoup de bêtises en soi-disant nettoyant. C'est donc pas comme ça qu'il faut agir aujourd'hui. On reconnaît là votre défense des mauvaises herbes, ce qu'on appelle en tout cas les mauvaises herbes, qui sont juste des herbes. Qui sont juste des herbes. Évidemment, c'était pour vous provoquer que j'utilisais ce terme. Je sais que, puisque on est là pour parler de votre livre, les mots ont un sens, que vous avez abandonné par exemple l'expression ou le mot sauvage. C'est un mot que vous n'aimez pas utiliser. En parlant des plantes, évidemment, parler de plantes sauvages. Moi, je dirais que spontané, disons, plutôt que sauvage. Sauvage, je suis pas complètement contre ce mot. Après tout, il s'explique historiquement. Maintenant, il a quelque chose d'un tout petit peu péjoratif. Dans le rapport au naturel, oui, qu'on peut mais avoir. C'est pas grave, ça va. Vous avez enseigné longtemps au Collège de France, Gilles Clément. Vous apportez une attention particulière à la pédagogie. Et pourtant, là, vous arrivez avec un livre, de la littérature, qui, évidemment, ne fait pas forcément œuvre directement de pédagogie. Je veux dire, on n'apprend pas de façon presque linéaire. Il n'y a pas quelque chose qui vient nous apprendre quelque chose sur la nature. Quelle est la fonction c'est ce que vous aimeriez quand même, mais peut-être de manière plus indirecte. C'est une façon, je pensais à cette citation du philosophe Jean-Pierre Dupuy qui dit « Nous ne croyons pas ce que nous savons », en parlant notamment du réchauffement climatique. C'est une façon de contourner un peu cette idée-là. Aujourd'hui, on a du mal à croire ce qu'on sait. Moi, j'ai choisi la mise en dérision par les personnages, mais par la situation, l'exagération de beaucoup de choses. Mais c'est aussi une manière de pointer sur des éléments extrêmement importants, très forts, et qui, je ne sais pas s'ils ont valeur pédagogique, mais si on n'en parle pas, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce que j'aborde dans ce livre-là, à ce moment-là, pédagogiquement, je dirais, on a mis ça sous un tapis, et c'est pas ça que je veux faire, moi. Je veux parler des choses qui me paraissent importantes, mais avec un autre mode pédagogique qui passe par le roman. Et aussi avec l'intervention politique, en quelque sorte, l'importance dans ce roman de ce consortium dont on parlait au tout début, les banques assurances laboratoires. C'est 3 piliers, en quelque sorte, de ce nouveau monde que vous inventez, Gilles Clément. Ça fait penser, malgré tout, aujourd'hui, voilà, il y a eu récemment cette fusion entre Bayer et Monsanto, ces deux géants. C'est eux qui dirigent. Et il n'y a plus, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le califat des républiques, dans le Grand Bal, et chaque représentant des républiques... Peut-être il faut dire à nos auditeurs, la guerre qui a donné lieu à la guerre des nuages vient d'une sorte de compétition entre clocher et minaret. C'est ça, c'est le ramadan furieux, à la fin d'un ramadan, entre clocher et minaret, chose que d'ailleurs j'ai presque vu, à Stolat, justement, c'est là que ça démarre. Puis ensuite, ça va dans le monde entier. Et après ça, on se retrouve dans une... Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire, zut. C'est pas grave, parce que en fait, j'avais une question à vous poser sur cette tendance qu'il y a aujourd'hui à breveter le vivant. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, je le retrouve, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on est d'ores et déjà dans une situation où ceux pour lesquels on vote n'ont plus le pouvoir.
les présidents des républiques arrivent masqués dans le grand bal final, car il y a effectivement un grand bal, on ne les reconnaît pas, ils n'ont pas d'identité, ils ont des noms temporaires, c'est exactement à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Bon, là j'ai caricaturé, mais c'est tout. Ils ne représentent rien. Ceux qui parlent très discrètement, mais qui ont le vrai pouvoir, ce sont justement les gens du grand bal. Merci beaucoup Gilles Clément. Le Grand Bal, c'est donc ce roman que vous publiez chez Actes Sud. Je signale un excellent entretien dans le numéro de la revue Relief, qui est une très belle revue qu'il faut lire sur les rivages cette fois-ci. Vous serez aussi à l'Institut Lumière à Lyon, je crois, très bientôt, jeudi 31, dans le cadre de Terre, le rendez-vous de l'écologie, où sera projeté un documentaire d'Olivier Comte sur vous, Gilles Clément, Le Jardin en mouvement. Et pour être parfaitement complet, vous serez aussi à l'abbaye de Royaumont dans le Val d'Oise. Ce sera vendredi 29 et samedi 30 juin pour une rencontre autour du thème génie naturel. Voilà, vous avez employé le terme de génie tout à l'heure, génie humain, dans le cadre du cycle L'homme et la nature. Voilà pour vos actualités qui sont nombreuses, Gilles Clément, mais évidemment, il faut absolument se ruer dans sa plus proche librairie pour se procurer votre dernier livre. Merci beaucoup, Gilles Clément. Merci.